Chers amis mélomanes et cinéphiles, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à un film de Uli Edel sorti en 1981. Cette vidéo et les extraits qui vont suivre s'adressent plutôt à un public majeur et averti, bien que le segment 16-17 ans soit admis côté film dans la plupart des pays. Côté pédagogie, le segment 13-17 ans est admis dans bon nombre d'écoles pour ce qui concerne le livre dont est issu le film. Nous y reviendrons. Bien que ma marge de sécurité se situe bien au-dessus de la plupart des films télévisuels classés parfois à 10 ans avec des films très salaces et scabreux, si vous avez moins de 16 ans, il est préférable que vous passiez votre chemin concernant cette vidéo. Il me tenait à cœur de rendre hommage à ce film extraordinaire, d'une puissance évocatrice sans pareille, qui ne laisse personne intact. Je vais en effet vous raconter l'histoire de Christiane et de ses amis, ainsi qu'évoquer quelques thèmes qui gravitent autour, comme la jeunesse au sens de l'adolescence sous l'égide du lien et de la sensualité, la prostitution et les pratiques sexuelles hors normes, la drogue et les addictions. La totale, donc accrochez votre ceinture. Comme j'essaye de le faire dans toutes mes vidéos, je vais aborder ces thèmes avec pondération et nuance, tout en révélant quelques vérités qui me semblent essentielles. Les thèmes mentionnés suscitent souvent des passions et des crispations exagérées, du manichéisme et la vision enfantine des groupes victimaires ou de l'époque contemporaine qui veut contraindre à une pensée autocratique et réductrice. Ne nous laissons pas intimider par ces gens, il y en a trop, fortement subventionnés et médiatiquement surexposés. Avant d'évoquer le titre du film, qui demeure un point très important et mérite quelques développements, nous allons brièvement évoquer la carrière du réalisateur. Donc, Uli Edel est un réalisateur, scénariste, producteur, monteur, multitalent, né à Neuenburg am Rhein en Allemagne le 11 avril 1947. Il a aujourd'hui 77 ans, au moment où je fais cette vidéo, en décembre 2024. Uli Edel a œuvré notamment dans les drames sociologiques, politiques, les thrillers et un peu dans l'horreur, puisqu'il a réalisé un épisode de la série Twin Peaks et un épisode de la série Les Contes de la Crypte. Après un premier film en 1971 et quelques productions télévisuelles, Uli Edel nous crée un chef-d'œuvre en 1981 qui s'intitule en français « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée ». Voici le DVD. Le film existe aussi en cassette vidéo, bien évidemment. Voilà. Alors, le film est issu d'un livre écrit par deux journalistes allemands, messieurs Kay Hermann et Horst Rieck. Livre paru en 1979 et basé sur l'histoire véridique de Christiane F. Pour son nom complet, je vous renvoie à Internet. Au départ, les journalistes en question enquêtaient sur des clochards, des SDF aujourd'hui on dirait, en Allemagne. Ils ont rencontré Christiane tout à fait par hasard en 1978, elle avait 15 ans.
Fascinés par son histoire, ils vont recueillir son témoignage pendant 2 mois à raison de 5 jours sur 7. Cette fascinante histoire va d'abord être publiée par le magazine Stern, qui signifie étoile en allemand, en 1979. Puis le livre va être publié, qui aura un retentissement international bien au-delà de l'Allemagne. Côté Suisse et France, le livre sera publié en 1981, à l'époque de la sortie du film. Alors, pourquoi ce titre, non choisi par le réalisateur, mais par la plupart des exploitants cinématographiques? Il ne tombe pas par hasard ni du ciel, mais synthétise à lui seul une longue tradition de l'histoire humaine depuis l'aube de l'humanité, des passions qu'inspire la jeunesse aux adultes, et à minima d'une certaine idolâtrie combinée au jeunisme. Ce titre en français, à première vue, demeure racoleur, provocateur, car il renvoie à 2 tabous. Premier tabou, la prostitution de la jeunesse, des adolescents, compte tenu du fait que la prostitution des adultes suscite déjà beaucoup de controverses pour une grande majorité des gens. Nous y reviendrons. Deuxième tabou, puisque ce titre sous-entend le désir sensuel que peut inspirer ladite jeunesse auprès des adultes. Un désir, soulignons-le, pas forcément exclusivement lascif, mais qui peut se teinter de sentiments amoureux parfois réciproques. Des exemples réels, nous n'en citerons que 3, mais il y en a pléthore, en dehors des faits divers sordides. Restons dans l'amour avec un grand A. Vous connaissez tous cette histoire de cette professeure aux États-Unis, d'une trentaine d'années, qui tombe amoureuse de son élève qui a 14 ans. Ils ont une relation, ils se font attraper. Madame va en prison quelques années, 5-7 ans. Quand elle sort, elle épouse le jeune homme qui est désormais majeur. Ils ont des enfants, ils vécurent heureux. Et Julien Clerc en a fait une chanson qui s'appelle Désormais, Forcément, en 2008. Deuxième exemple, une histoire similaire s'est déroulée en France il y a quelques décennies. La dame concernée était aussi professeure. Elle a également épousé le jeune homme une fois majeur. Ce dernier devient un jour président de la République française, par 2 fois, et officie encore au moment où j'enregistre cette vidéo. Personnellement, je ne cautionne ni ne condamne. Je constate juste que ces faits sont rares, mais ils existent. L'amour se justifie de lui-même. Qui sommes-nous pour juger de cet amour? Troisième exemple, une chanteuse allemande, puisque nous sommes en Allemagne, Nina Hagen, a épousé un adolescent de 16 ans alors qu'elle avait 26. De nombreux cas similaires existent parmi les célébrités ou les anonymes. En France, par exemple, un adulte devait obtenir une autorisation pour se marier avec une personne de 16 ou 17 ans. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore possible. Il convient de distinguer les désirs et la loi. 2 registres bien différents. Par exemple, la majorité est fixée à 18 ans. Vous et moi n'avons pas décidé de cette limite. Elle me semble très basse, à mon avis. Par ailleurs, je constate que la version prof masculin et jeune fille élève coince davantage quand cela se produit dans la vraie vie que l'inverse. Toutefois, je peux comprendre cela en tant que père d'une fille.
Des exemples de cette passion pour la jeunesse dans la littérature, la fiction cinématographique et télévisuelle sont légion. Je n'en citerai que quelques-uns basés souvent sur des faits réels. Par exemple, Mourir d'aimer en 1971, un film d'André Cayatte avec Annie Girardot, excellente actrice, une prof amoureuse d'un élève, film qui a connu plusieurs remakes et des adaptations télévisuelles, et inspiré aussi une chanson du même nom à Charles Aznavour. En 1989, Noces blanches avec Vanessa Paradis et Bruno Kremer. Quel acteur charismatique et d'une présence unique. Je vous recommande Coup de crosse ou bien L'Alpagueur ou Maigret. Donc, dans Noces blanches, une histoire d'amour entre un prof et une jeune élève. En 1971, Mort à Venise de Luchino Visconti, un monsieur d'âge mûr est pris d'un jeune homme adolescent au point qu'il en meurt. Un amour non consommé. Encore en 1971, Némésis d'Agatha Christie, un de mes auteurs préférés. Lisez et relisez Agatha Christie. Toute son œuvre révèle une profondeur et une intelligence phénoménales. Et Némésis est une histoire incroyable qui nous parle notamment d'une femme d'âge mûr, meurtrière car amoureuse d'une jeune fille. D'ailleurs, Agatha Christie parle souvent dans ses livres, dans ses romans, de vieux lords entre 50 et 80 ans qui épousent leurs bonnes, leurs infirmières, leurs femmes de ménage, dames de compagnie et autres cuisinières. Et ce sont des femmes de 20 ans, pas des femmes de leur âge. Encore un autre exemple, The Smell of Us, en 2015, un film de Larry Clark. L'histoire contée dans ce long métrage se rapproche en partie du film dont je vous parle aujourd'hui. On y voit par exemple une dame, disons, bien mûre, payer un jeune homme pour coucher avec elle. On peut citer encore un petit doublé du même réalisateur, Bertrand Blier, Beau-père, un film de 1981, comme le film dont je vous parle, une histoire d'amour assez torride entre un homme d'une quarantaine d'années et une adolescente. Je vous ai mis l'affiche version soft. L'affiche originale est, disons, plus explicite. Et idem avec Préparez vos mouchoirs en 1978, avec l'excellente, en plus d'être très belle, Carole Laure, et deux de mes acteurs préférés, Patrick Devers et Gérard Depardieu. Quels acteurs extraordinaires et mythiques. Je rends hommage ici à ces acteurs capables d'interpréter une gamme infinie comme Gérard Depardieu, dont nous avons la chance qu'il soit encore de ce monde, ce qui n'est plus le cas malheureusement de Patrick Devers. Un acteur incroyable, d'un talent et d'un génie interprétatif sans égal. Donc dans ce film Préparez vos mouchoirs, qui est très drôle, nous voyons notamment Carole Laure coucher avec un jeune homme adolescent. Elle le déniaise à sa demande. Donc je vous épargne les exemples historiques, la Grèce antique et les Éphèbes, les rois qui épousent des adolescentes, les hippies qui prônaient un amour intergénérationnel fort discutable, les chansons, la peinture, la photographie, d'autres écrits romanesques ou journalistiques qui abondent dans ce sens. D'ailleurs, quand on manie ce genre de thématique, ce genre de sujet, on jongle vite avec la nitroglycérine. Toutefois, les gens qui poussent souvent les hauts cris se confondent systématiquement avec ceux dont les désirs sont les plus inavouables.
Ils projettent sur autrui leurs propres envies tendancieuses, tout en ignorant qu'ils parlent d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse la projection. N'oublions pas que nous sommes dans le contexte de l'année 1981 et pas 2024. En 1910, en 1970, en 1981, vous faites des photos avec des adolescents dénudés, filles ou garçons, c'est de l'art. En 2024, vous faites la même chose, vous allez en prison. N'oublions pas non plus que l'attrait, l'intérêt et l'admiration qu'on porte à la jeunesse tient aussi par contraste aux affres de la sénescence. Personne n'aime voir son corps se dégrader au fil du temps. Donc, une histoire humaine, aussi loin que l'on peut remonter, émaillée d'un désir pour le moins équivoque envers la jeunesse, comme dans les exemples évoqués, qui explique ce titre en français du film dont on parle. Cependant, un titre français racoleur, provocateur aussi bien sûr pour des raisons simplement commerciales, pour attirer le chaland dans les salles de cinéma. Un titre de film français en grande partie également réducteur, car Christiane commence son activité prostitutionnelle à 14 ans et non pas 13. Et nous allons voir sous quelles conditions et par quels facteurs par la suite. Et réducteur aussi parce qu'il pointe le doigt sur les aspects les plus sulfureux du film, au détriment de la progression de la dramaturgie et des diverses dimensions du film. Un titre français putassier, c'est le cas de le dire. Qu'en est-il du titre en allemand ? Il est tout autre, plus générique, plus sobre, qui embrasse le phénomène dans sa globalité. Dans une vision humaniste et réaliste, il laisse la place à la découverte. Christian F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, titre identique au livre allemand que l'on pourrait traduire par « Nous, les enfants de la gare Zoo » ou de la station Zoo, comme il est dit dans le film, dans les dialogues du film. La gare en question, à Berlin, en Allemagne, vers laquelle convergent le métro, les trains et les bus, se trouve à proximité d'un zoo, d'où son nom Terrassen am Zoo, la terrasse au zoo, et existe toujours actuellement. L'histoire de Christiane est basée donc sur des faits véridiques, se déroule à Berlin dans les années 70, dans l'Allemagne de l'Ouest. On se rappelle que le mur de Berlin n'est tombé qu'en 1989. Christiane, c'est une adolescente de 13 ans, tout à fait classique, qui vit avec sa mère, divorcée, et sa sœur dans un appartement avec ses chats. Un jour, son amie Casey l'emmène dans la boîte de nuit à la mode à Berlin à cette époque, le Sound. Alors moi, quand j'étais jeune, il y avait le Macumba en France voisine, donc il fallait prendre la voiture et aller là-bas. Et figurez-vous que dans cette boîte de nuit, qui était immense, les videurs laissaient entrer les jeunes filles mineures. Si elles n'étaient pas trop jeunes, mais disons entre 13 et 18, elles rentraient sans problème. Et c'est ce qui se passe aussi dans le film. Alors, il y a Casey qui fait un peu l'entremetteuse, si j'ose dire. Et donc Christiane va découvrir le monde passionnant et intrigant au sens de l'adolescente de la boîte de nuit, qui est l'occasion de notre premier extrait vidéo que voici.
T'aurais pas dû prendre ce trip, tu vois. Bad trip, on dirait, hein? Merci. Ça va? Lui, c'est Axel. Et moi, c'est Detlef. Moi, j'y retourne. Tu viens avec nous? Bon, ben, salut. Donc, c'était très difficile de choisir des extraits vidéo tant le film est exceptionnel d'un bout à l'autre. Un film qui dure 2 heures. Et c'était aussi un challenge de synthétiser toutes les idées et toutes les notes inspirées par le film. Un gros challenge. Christiane, donc, visite sa première visite au Sound. Elle rencontre Detlef et son ami Axel. Donc Detlef, D-E-T-L-E-V, c'est un prénom peu courant. Et nos deux jeunes sont interprétés par 2 acteurs assez incroyables. Natia Brunkhorst, qui interprète Christiane, et Thomas Austein, qui interprète Detlef. Et ces jeunes acteurs interprètent leur rôle avec une déconcertante candeur, une profonde véracité, impressionnante naturelle. Ils sont ces deux-là. Natia Brunkhorst a aujourd'hui 58 ans. Elle a fait une carrière notamment dans le cinéma, à la télé, et elle est également scénariste. Et Thomas Austein, il a 59 ans aujourd'hui, il a tourné dans 2 autres films. Et je crois qu'il a fait des vidéos sur YouTube, je vous renvoie à Internet. Donc, dans cet extrait vidéo, nous voyons Christiane qui tente la pilule LSD, une pilule très à la mode. C'était une drogue dans les années 60-70 qui provoque des tremblements, des nausées, une variation de température et augmente la sensibilité des sens. Et Christiane tombe aussi, dans cet extrait, sur un drogué avec une seringue dans le bras. Premier contact avec cette possibilité, on va dire. Comme je l'ai évoqué, le titre du film en allemand permet de rester sobre, digne, et laisse la porte ouverte à toutes les possibilités, même à la lueur de ce premier extrait, et pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Avec le titre en français, on pressent d'entrée de jeu qu'on va plonger dans une problématique profonde. Donc Christiane évolue dans le sound. Il y a le LSD, il y a la seringue. Le premier contact avec ses pairs, P-A-I-R-S,
c'est très important que les adolescents fréquentent leur père. Donc, chers parents qui m'écoutez, si vous avez des adolescents qui restent cloîtrés continuellement à la maison, inquiétez-vous, parce que c'est au contact de leur père qu'ils vont développer leur esprit. C'est très important que cette période se fasse, parce qu'ensuite, c'est trop tard. Ensuite, dans le film, nous voyons que Sabine, la sœur cadette de Christiane, va quitter le foyer. Elle rejoint leur père. Et d'ailleurs, Sabine propose à Christiane de venir avec elle, ce qu'elle refuse, elle reste avec sa mère. Donc on voit qu'il y a déjà eu une première rupture avec le divorce entre la mère et le père. Et là, il y a une deuxième rupture, puisque même sa sœur s'en va, elle préfère vivre avec son père. Donc Christiane se retrouve seule avec sa mère, et elle accepte mal, d'ailleurs, l'amant de celle-ci. Son refuge et sa vie vont donc se concentrer principalement sur le sound. Deuxième extrait. J'espère que c'est pas de l'héros que t'as acheté, Detlef. Mais t'es complètement malade ou quoi? Je sais pas, moi, prends 3 tripes à la fois si tu veux te défoncer. Je peux te ramener n'importe quoi. Mais fais pas une connerie pareille. Detlef. Detlef, si jamais tu fais ça, c'est fini entre nous. Hé, Axel, Detlef veut prendre de la poudre. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais t'as pas pigé ce que je t'ai dit ou quoi? Je peux rien y faire. S'il en a envie, de toute façon, il le fera. C'est pas une raison, tu peux quand même essayer. Pourquoi moi? Comment ça, pourquoi toi? Parce que vous êtes amis, non? Vous habitez ensemble. Tu calmes. Prends-en toi aussi avant de devenir flippé. Regarde-les tous. Plus ils sont piqués, plus ils sont cool. Le sound est un endroit important du film qui revient souvent. À ce moment du film, une idylle commence entre Christiane et Detlef. Cette idylle est installée. Et malgré cet amour naissant entre eux, Detlef tente la poudre, entre guillemets, comme dit Christiane. Et dans cet extrait, nous avons Axel, le meilleur ami de Detlef, qui nous livre une vision, disons, très adolescente de la drogue. En l'occurrence, là, il s'agit d'héroïne, la poudre, en disant « calme-toi, sinon tu vas être flippé, regarde, plus ils sont piqués, plus ils sont cool. » C'est très drôle. Donc, non, ils ne sont pas tous piqués, car même s'il y a de l'offre, tous les jeunes ne vont pas en prendre. Et cool, ben non, parce que Christiane sent déjà qu'il y a une certaine nocivité là-dedans. Elle est alarmée par cette perspective de son fiancé.
D'ailleurs, dans cet extrait, on voit il y a un gros plan sur les yeux d'Axel, qui a des yeux en tête d'épingle. Et donc, on comprend que lui aussi est sous addiction. Troisième extrait. Hé! Hé, ouvrez-moi! Je veux essayer aussi. C'est hors de question. Bah quoi, c'est moi qui ai presque tout payé. Y a pas de raison. Je veux ma part. Eh ben quoi, ouvrez-moi, merde! Laissez-moi monter. Allez! Allez, monte. Pas besoin de tomber juste sniff, c'est tout. Réfléchis encore. Non. Je vais essayer une fois et puis c'est tout. Tout le monde dit ça. T'inquiète pas pour moi, je sais ce que je fais. Tu sais, si tu fais ça, dis-toi bien que dans peu de temps, tu vas être comme moi. Tu seras plus qu'un cadavre. À force de filer mon sang, hein. Dans cet extrait, une déconvenue sentimentale survient après cette déconvenue sentimentale où Christiane voit Detlef avec une autre fille pendant un concert de David Bowie. Le chanteur apparaît d'ailleurs dans le film, sur scène. Et donc, Christiane, aussi par synergie avec ses amis, et notamment Leich, c'est le prénom d'un de ses amis, L-E-I-C-H-E, Leich, qui est très en manque, le blondinet, interprété par Rainer Wolk. D'ailleurs, cet acteur, ce jeune acteur aussi, a beaucoup de talent. Et il interprète son rôle tout au long du film avec une drôlerie très finaude. Il est vraiment incroyable. Donc, Leich est très en manque. Et Christiane, qui veut aider son amie, elle va prêter de l'argent. Et puis, elle est très déçue puisqu'elle voit au concert de David Bowie Detlef avec une autre fille. Donc, tous ces éléments font que Christiane, malgré la mise en garde donc du blondinet, de Leich, qui lui dit « tu seras un cadavre ». Donc c'est une métaphore très parlante. Eh bien, elle va prendre son premier sniff dans une scène assez remarquable.
percutante. On voit Leiche qui se drogue avec une seringue et Christiane qui donc dit je contrôle la situation et je vais sniffer, renifler cette drogue, l'héroïne. Alors naturellement, c'est un mythe très répandu chez ceux qui sont tentés par ce premier pas, en disant mais je sais ce que je fais, je contrôle la situation, je m'arrêterai tout de suite. Et bien évidemment, il ne contrôle strictement rien du tout, et il contrôle rien du tout. Voilà. Donc l'héroïne, la poudre, est une drogue très addictive. Elle peut être fumée, sniffée, reniflée ou injectée avec une seringue. Et cette drogue, l'héroïne, est fabriquée à partir de l'opium qui provient du pavot, qui est une plante qu'on trouve notamment en Afghanistan, par exemple. C'est si bien qu'on peut se poser la question si l'occupation russe dans les années 80, puis ensuite l'occupation américaine, n'était mue que par des considérations géostratégiques, militaires, ou plus peut-être à cause de ce pavot qui est très présent dans ce pays. Je ne sais pas, je pose la question. C'est une question ouverte. Donc, les effets de l'héroïne, fortement euphorisants, oblitèrent un temps les angoisses, les soucis, fortement sédatifs, c'est-à-dire calmants. Il y a de nombreux effets physiques nuisibles suite à la prise de l'héroïne. Un ralentissement de la respiration, des nausées, des vomissements, on voit Christiane vomir, des démangeaisons, chute de tension, rétrécissement des pupilles en tête d'épingle, rétention urinaire. La version reniflée, sniffée, comme disent les jeunes, peut provoquer la destruction des cloisons nasales. La version injection peut provoquer des veines enflammées, des risques de contracter des maladies infectieuses et surtout, il y a une différence très mince entre la dose tolérée par l'organisme et la dose mortelle. Donc, une substance extrêmement nocive, agissant à la fois sur le psychique et sur le physique. On peut souligner qu'à cette époque, peut-être, la jeunesse avait un grand manque d'informations concernant ces drogues dures, dont l'héroïne. Et puis surtout, il n'y avait pas des structures d'encadrement et d'accueil des toxicomanes comme il y a en Suisse, dans plusieurs cantons, dans plusieurs villes, à Zurich, à Berne, à Bâle, à Vevey, à Genève. Il y a des structures d'accueil des toxicomanes, ce qui me semble très important de pouvoir accueillir ces gens, de les aider, de les écouter, de les soigner, entre guillemets. On leur donne des succès d'année. Bon, mais c'est pas la solution miracle, mais c'est mieux quand même que de les laisser livrer à eux-mêmes avec tous les risques sociaux que cela comporte. Violence, délinquance, notamment. Donc, on va se pencher un peu sur les causes profondes de cette prise de drogue. Quelles sont-elles? Alors, ce n'est pas l'offre, comme on l'a évoqué, parce que l'offre, il y en aura toujours. Tous les jeunes ne se précipitent pas dessus pour autant, premièrement. Deuxièmement, pas la connaissance de la toxicité, parce que les jeunes, ils savent, en tout cas dans les récentes années, peut-être moins dans les années 70, mais même à cette époque, Christiane sait très bien la nocivité de ces drogues. Donc,
ça n'est pas l'offre, ce n'est pas la connaissance de la toxicité. Christiane connaît la dangerosité de ces pratiques. Les jeunes y savent, mais certains sautent le pas. C'est la preuve que ce sont des mécanismes principalement inconscients qui sont à la manœuvre, principalement inconscients. J'en vois 3 principaux. Premièrement, la période adolescente est empreinte d'une grande vulnérabilité, de transformation, de certaines errances parfois identitaires. Il y a un côté vaseux et perméable chez les adolescents, tout le monde sait cela. Les émotions sont ressenties avec grande force. Pour ça qu'il faut éviter de leur bourrer le mou avec des théories très douteuses sur les fumeux et aberrants changements d'identité, comme on le fait à profusion dans le système scolaire depuis quelques années. Résultat, cela augmente considérablement l'angoisse qu'il y a déjà naturellement chez l'ado. On prépare en réalité à toute force des générations entières de drogués. Pour preuve, la consommation des drogues en 2023 a pris des proportions alarmantes partout et particulièrement dans le monde occidental. Je vous invite à ce sujet à consulter l'édifiant rapport 2023 rédigé par Addiction Suisse, l'organisme fédéral chargé de surveiller les phénomènes addictifs au sein de la Confédération helvétique. Vous avez un accès libre à cette documentation sur Internet qui fait notamment état d'une forte recrudescence des consommations de drogues dures. L'héroïne, comme il est question dans le film dont je vous parle aujourd'hui, sa sœur jumelle dans l'extrême toxicité, la cocaïne, et sa variante encore plus délétère, si c'était imaginable et préhensible, pour les profanes, le crack. Le crack semble revenir en force ces récentes années. En France, on parle de la colite du crack, la colline du crack, à Paris. En Suisse, on redoute dans tous les cantons une recrudescence des scènes apocalyptiques de la place Spitz à Zurich dans les années 90. Rappelez-vous, au début des années 90, des hordes de jeunes se piquaient au grand jour sur ladite place. Vous pouvez voir les reportages d'époque sur YouTube, c'est dantesque, c'est inimaginable. Donc, des transformations psychiques et physiques chez l'ado, provoquant une angoisse principalement inconsciente, pouvant amener à être tenté par la prise de drogue. De même et deuxième raison, le principal défi de l'ado consiste à maîtriser les diverses étapes qui mènent à son autonomie. Si ce parcours s'annonce trop angoissant, phobogène ou semé d'embûches, des conduites addictives peuvent se mettre en place. Pour ça que j'invite les parents ou toute figure d'autorité à rester zen sur la thématique de l'avenir, d'éviter toute hystérie à ce sujet, en laissant les choses ouvertes. Donc, chers parents qui avaient des adolescents, restez cool, comme dit Axel, mais sans prendre de l'héroïne. Côté adolescent, s'il y a des ados qui m'écoutent, je vous conseille de diversifier vos sources d'informations afin de cultiver le doute et la nuance en toute chose, de consulter les excellents livres qu'il y a à profusion dans les bibliothèques de vos quartiers. Bref, de vous informer par d'autres biais que la télé, par exemple, pour limiter l'angoisse et donc la flip dont parle Axel. Comment retomber sur ses pattes. Troisièmement, le moteur de cette prise de drogue. Le moteur le plus puissant de cette prise de drogue demeure inconscient
totalement inconscient cette fois. Les deux premiers exemples, les deux premières raisons que j'ai évoquées sont conscientes, inconscientes. Angoisse et autonomie. Transformation de l'adolescent. La troisième raison demeure totalement inconsciente. En psychanalyse, on parle de solution addictive, solution entre guillemets au sens littéral du terme, et comme c'est perçu par la réalité interne du sujet, ce qu'il choisit pour solutionner une angoisse des peurs, neutraliser une dépendance affective. Concernant les profondeurs de la psyché, de nombreuses théories tentent d'expliquer les addictions. Il y a toutefois deux paradigmes qui reviennent souvent et s'imposent si vous creusez le sujet. La régression à des stades infantiles, causée par la confrontation à des séparations, et des pathologies liées à la transitionnalité, deux chemins qui mènent au même endroit et qui se recoupent avec les deux premières causes énoncées. Le sujet toxicomane n'arrive pas à quitter l'enfance, en quelque sorte. Ce phénomène s'accentue en cas de divorce ou famille monoparentale, comme justement ce qui arrive à Christiane, son père d'abord, puis sa sœur. Le toxicomane tente de contrecarrer des angoisses dépressives liées à trop de changements, trop vite et trop brutaux. Du moins, c'est ressenti comme tel par le sujet dans son inconscient. Voilà pour les addictions. Un nouvel extrait que voici. Non mais dis, tu t'es défoncé? Ça te va vraiment bien de dire ça. Parce que tu fais toujours tout comme moi. Je voulais simplement savoir l'effet que ça te fait, c'est tout. Et maintenant, tu sais. Hé, Axel, je suis là. Viens, rentre. Fais comme chez toi. Depuis quand il y a des draps propres ici? C'est le gentil Axel qui les a mis pour la fiancée de Detlef. C'est vrai? Et ta mère, elle sait où t'es aujourd'hui? Évidemment, elle le sait, elle est pas idiote. On se voit que le week-end, c'est complètement dingue. Ben, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est se voir quand je sors de l'école. Non, c'est pas possible. Pourquoi pas? Je vais à la station Zoo. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Le trottoir. Arrête de déconner. Si, c'est vrai.
Vraiment? Hmm. Tu veux dire que tu vas avec les PD? Je les prends un peu, c'est tout. C'est pas grand-chose quand tu penses à ce qu'ils paient. Tu vas jamais au lit avec eux? Si, mais je fais rien d'autre quand même. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? Rien, c'est du boulot. Tu sais, ils ont pas le droit de me toucher. Ça arrive, il y en a qui veulent me prendre. Mais ça, pas question. Ça serait plus du boulot. Alors tu prends aucun plaisir? C'est dégueulasse. Mais je fais ça pour le fric. Tu m'aimes moins maintenant. Bonne nuit. À demain. Nous avons là une séquence très importante du film. Christiane et Detlef renouent. Detlef révèle à sa fiancée qu'il se prostitue. Malgré cela, elle l'aime quand même. Et on peut dire que la plus belle chose qui soit, c'est quand une jeune fille, une femme, est amoureuse. Cet amour inconditionnel, c'est très beau. Ça m'est arrivé, c'est très beau. Nouvel extrait. Et toi, attends. C'est combien? Hé, dis donc, tu baises? Fous-moi la paix. Hé, Mohamed, laisse-la tranquille, va-t'en. Allez, dégage, fous le camp. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Non? Pourquoi? Et vous? Vous cherchez aussi Detlef? Non, pourquoi il a foutu le camp? Les putes, c'est là derrière. Viens. Tu vois, il y a que des métèques. Tiens, lui, c'est la Tu veux pissotière. du hache? Qui? La pissotière. Merde. Il veut toujours qu'on lui pisse dessus. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, je te jure, tiens, il est là-bas. Oh, arrête. Si, demande-lui, tu verras. Oh non, laisse-moi, Viens. arrête, c'est dégueulasse. Si ça lui fait plaisir qu'on lui pisse dessus, Steve. C'est pas vrai, je pourrais pas, moi, si quelqu'un me regarde. Et en même temps que moi je pisse, lui, il me caresse la bite. Ah, Axel, tu viens? Tu crois que c'est vrai? Ouais, sûrement. Il fait n'importe quoi. Et celui-là, qui c'est? Ben, Detlef, Mais non, l'autre. ça c'est Max le bec. Celui-là, faut le fouetter pour le faire jouer. Regarde qui est là. Ok, salut. Hé! Christiane. La vraie junkie, hein. Tu devrais pas venir ici, tu sais. Ah oui, pourquoi pas?
Parce que je veux pas que ma copine vienne à la station zoo. Ici, il y a que des ratés et des minables. Toi, c'est pas ta place. Si tu veux te faire un peu de fric facilement gagné, j'ai la gueule ouverte. Viens jouer ou pisser dedans. Hé Axel, c'est pour toi ça. Et merde, aujourd'hui j'ai envie de me shooter. Ça, pas question, ma vieille. De toute façon, que je sniffe ou alors que je me shoot, je vois pas la différence. Tu te trompes. Le shoot, c'est un coup de marteau. Arrête, raconte pas de conneries. C'est un peu comme un orgasme, tu vois. Ta gueule! Merde quoi, aide-moi s'il te plaît. T'es con. Alors, c'était bien. C'est pas du tout comme ça que j'imagine l'orgasme, si tu veux savoir. Si tu veux, le week-end prochain, on couche ensemble. Si tu veux. Oui, mais à une condition. Pas d'héros. C'est fou ce que je t'aime, tu sais. Il faut qu'on arrête de shooter. Oui. Je veux pas que tu deviennes accro. Je ne veux pas que tu meurs. Dans cet extrait, je vous ai fait un petit montage de plusieurs séquences qui se résument à la prostitution et les comportements sexuels hors normes, les shoots ou les fixes, comme disent les toxicomanes, effet de la drogue démultipliée par intraveineuse,
La drogue va dans le sang directement. Un premier fixe pour Christiane. Et dans cette séquence, l'amour, malgré tout, entre nos deux tourtereaux. Et donc dans le film, il y a deux séquences très belles et romantiques d'amour sensuel entre Christiane et Detlef, tout en étant assez mesuré. Donc je n'ai mis que la fin, pour ne pas chatouiller les restrictions sur YouTube. C'est un dépucelage pour Christiane. Ce qui induit une augmentation et une validation de son amour. C'est fou comme je t'aime toi, qu'elle dit à son fiancé. C'est fou comme je t'aime toi. Pénétré au sens littéral comme au sens figuré par la sensation d'amour. Cette pénétration conforte et assoit son amour, à distinguer du plaisir sexuel. L'un ne s'accompagne pas forcément de l'autre. Et il n'y a rien de dramatique là-dedans. On en fait toute une histoire. Souvent, quand les gens parlent de ça, oh là là, il n'y a rien de dramatique là-dedans. L'éventuel plaisir sexuel s'entraîne avec le temps comme toute chose, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas d'amour. Au contraire, pour être clair, il n'y a pas besoin d'obligation d'un plaisir sexuel chez la femme pour qu'elle se sente amoureuse. Je vais y revenir en abordant le thème de la prostitution et en évoquant aussi le versant homme du tableau par la suite. Donc en fait, nos deux tourtereaux vivent l'amour à l'âge où c'est le plus intéressant de le vivre, le plus beau, le plus intense, malgré les problèmes qu'ils rencontrent. L'âge pendant lequel cela marque le plus l'esprit et le cœur, l'âge de l'adolescence. Cette période pendant laquelle tout se ressent intensément et part dans tous les sens. C'est particulièrement le cas chez les dames qui souvent gardent au fond de leur cœur ce premier amour sans parvenir vraiment à l'oublier, même avec les bonhommes suivants. Plus tard dans la vie, après une courte période d'idéalisation réciproque, cela se résume souvent à de la convention et des contraintes, l'amour donc, à mon avis, et rapidement de l'ennui même. Si j'étais gonflé, je dirais ça. Mais bon. D'ailleurs, cet amour très beau que l'on voit dans le film diffère des films de festivals dits sérieux. Vous savez que j'adore brocarder, à juste titre, ces films-là, qui montrent souvent des séquences sexuelles très crues et vulgaires. Et en plus, ce sont des films qui sont primés. À Cannes, par exemple. Je vous laisse deviner de quel film je parle. Quel film au pluriel. À la lueur de cet extrait, le film d'Uli Eden nous donne l'occasion d'explorer deux thématiques, les comportements sexuels hors normes et la prostitution. Donc je vais parler des comportements sexuels hors normes. Ce que je vais développer là concerne uniquement des pratiques effectuées par des personnes majeures. Nous parlons de comportements sexuels hors normes, mais néanmoins légaux, plus ou moins légaux, selon les pays, les cultures et les législations, tolérés en Occident. Deux exemples évoqués dans le film, la pissotière et l'homme fouetté. Donc, je vais m'attarder sur ces personnes considérées comme les cafards de la société, les parias honnis par tout le monde, et tenter de les réhabiliter un tant soit peu à vos yeux. C'est ça la vraie justice et la vraie égalité. Certains appellent cela des perversions sexuelles. Dans la bouche des gens, c'est dans le meilleur des cas très négativement connoté, considéré comme dégradant. En psychanalyse, on utilise cette formule sans volonté de jugement. C'est purement descriptif et introductif à divers développements explicatifs. Cette formule
désigne toute personne qui ressent le besoin d'autres éléments que le coït classique entre un homme et une femme afin de parvenir à la satisfaction sexuelle. Voilà une excellente définition. Ces dites perversions, entre guillemets, sont souvent des paravents à des effondrements psychiques potentiels suite à des traumatismes infantiles vécus par la réalité psychique du sujet entre 0 et 5 ans environ. Les personnes concernées n'ont pas de souvenir des dits traumatismes. Et ils les rejouent sans fin à l'âge adulte de manière grossière, hypertrophiée. La répétition est la marque du trauma non métabolisé, comme pour les addictions. Ces traumas n'ont pas forcément été causés volontairement par l'entourage de l'enfant en question, mais simplement parce qu'il n'a pas pu métaboliser un élément du réel qui le dépassait, qui dépassait son entendement. On pourrait dire sur ce plan-là qu'il y a une forme d'injustice métaphysique. On pourrait dire ces traumas sont souvent en effet insurmontables. Même en travaillant le psychisme en profondeur, donc juger ces gens pour leur penchant particulier demeure injuste et vain. Je parle évidemment de jugement humain et pas judiciaire en cas de comportement qui attente à la vie d'autrui. Ce qui n'est pas le cas de nos deux amis, la pissotière et l'homme au fouet. Ils ne font de mal à personne. Éventuellement, on peut considérer qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Ces envies sexuelles particulières s'imposent aux personnes qui en sont le jouet. Elles les subissent et ce n'est absolument pas un choix d'agrément, plutôt un désir impérieux. Ce n'est pas par hasard si le film d'Uli Edel regroupe les personnes qui ont ces envies-là avec les gens qui ont des addictions aux drogues. Ces deux publics se rencontrent en quelque sorte, chacun dans sa prison mentale et physique non souhaitée, à distinguer donc du kinky grand public, style Nuances de Grey, où le protagoniste riche va attacher sa conquête sur un lit pour lui faire des palpations. Ouh, attention, quelle audace, quelle folie! Donc les Nuances de Grey, c'est pour amuser la galerie et donner des frissons à monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est la réalité. Beaucoup moins glamour, beaucoup plus crue et triviale, mais véridique, conforme au réel. Les personnes qui ont donc ces envies hors normes savent très bien qu'elles sont mises au banc par la masse des gens, raillées, détestées, moquées. Elles ont une vision d'elles-mêmes souvent peu flatteuse, voire de la haine. En plus de celle qu'autrui peut leur manifester si par hasard elles révèlent leurs envies ou si quelqu'un les découvre, on comprend également aisément la difficulté qu'éprouvent ces personnes à vivre une vie de couple normale. Souvent, c'est impossible ou très difficile. Imaginez la situation suivante. Vous avez entre 15 et 20 ans environ. Vous découvrez que vous avez le genre d'envie comme décrite dans le film, donc par exemple la pissotière ou l'homme fouetté. Vous comprenez très bien, ou parfois plus tard, vers la trentaine, que l'immense majorité des gens ne partagent pas du tout ces envies-là, et vous allez comprendre avec le temps que vous serez un paria à vie, que jusqu'à la fin, que jusqu'à votre dernier souffle, vous aurez ces besoins-là. Qu'en comparaison des homosexuels, qui sont déjà très minoritaires et qui peuvent déjà en souffrir, vous êtes encore infiniment plus minoritaire qu'eux. Je vous renvoie à ma vidéo sur Amando de Osorio dans laquelle j'évoque notamment le sujet de l'homosexualité. Vous avez donc toute une vie pour mesurer la solitude et l'absurdité de votre condition dans le domaine libidinal. Pas dans tous les domaines, mais dans ce domaine majeur de la vie d'un être humain tout de même.
Ces gens n'ont pas le choix que de taire leur souffrance, d'être différents. D'autant plus qu'il n'y a jamais de campagne médiatique ou d'affichage, comme il y en a chaque semaine dans ma ville, pour la sempiternelle pleurniche des mêmes groupes victimaires et le sérinage, le matraquage médiatique très récurrent. Imaginez la campagne d'affichage dans votre ville avec un homme à 4 pattes qui se fait fouetter, comme on le voit à la fin du film. D'ailleurs, c'est Christiane qui s'y colle, si j'ose dire. Et ce slogan, « Ayez témoigné de la compassion et de la compréhension pour cet homme qui a besoin de se faire fouetter, ou cette femme, car il y a aussi des femmes qui ont ces envies, j'en ai rencontré, et c'est très difficile d'accéder à leurs demandes. Par exemple, si elle veut se faire brutaliser ou battre, ça m'est arrivé. Comme par exemple dans ce film de Jean-Jacques Benex, Mortel Transfert, sorti en l'an 2000, un film très sulfureux, passionnant et parfois drôle, où nous avons une patiente qui dit à son psy qu'elle n'atteint l'orgasme que lorsqu'elle se fait battre par un homme. Imaginez cela au cinéma en 2024. En 24 ans, puisque le film est sorti en l'an 2000, ce film-là, le cinéma a subi une telle dégringolade dans le niais, la niaiserie, dans l'infantile, dans le manichéen, que quasiment plus personne ne va au cinéma. Toutes les références dont je parle dans cette vidéo concernent une époque révolue pendant laquelle le cinéma était libre, vraiment libre. Imaginez donc des associations qui se montent pour défendre la pissotière et l'homme fouetté, ou toute autre variante, avec campagne promotionnelle nationale et levée de fonds publics, large subventionnement. Ce sont des gens qui souffrent également, entre guillemets, écrit en gros. Peut-être que ces associations existent, je ne sais pas. Si c'est le cas, elles ont bien du mérite. Cela nous changerait un peu de la pleurniche institutionnelle obligatoire et sempiternelle. Pourquoi, en effet, ce sont toujours les mêmes victimes autoproclamées, ou réelles peut-être, qui ont droit à la devanture communicationnelle? Je pose la question très innocemment. De la mansuétude, de la compassion pour le kinky, messieurs, dames. Mais non, apparemment, ce n'est pas le cas. Pourquoi ces personnes-là qui ont des comportements, des désirs sexuels hors normes? Eh bien, c'est pourquoi ces personnes-là ont 2 options. Première option, soit elles s'abstiennent de pratiquer leurs envies et en souffrent toute leur vie. Cela les hante et elles essayent de vivre plus ou moins bien avec, parmi la masse des gens dites normales. Parfois, elles finissent très mal, en dépression, ou se suicident, car il y a trop de contradictions entre leurs envies et la réalité quotidienne, et parce que leurs partenaires, s'il y en a, ne peuvent répondre et ne veulent pas répondre à leurs désirs. Deuxième option, ces personnes qui ont ces désirs sexuels hors normes recourent à la prostitution, seul moyen de pouvoir exprimer et vivre un tant soit peu ses envies. Et encore, même la prostituée pourra avoir un regard réprobateur et critique sur ce genre d'envie. Ce n'est pas parce qu'elle exerce cette activité, si j'ose dire, qu'elle ne peut avoir un surmoi qui condamne férocement. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Dans le film, on voit Christiane qui dit à Axel, quand ce dernier lui explique la pissotière et l'homme au fouet, l'homme fouetté plus précisément, « Non, arrête, c'est dégueulasse !» alors qu'elle est elle-même toxicomane et par la suite prostituée. De même qu'il n'y a pas forcément de solidarité entre les adeptes de ces comportements hors normes.
Ils peuvent se juger les uns les autres sans aucune mansuétude. De même, Detlef dit à Christiane, « Ce n'est pas un endroit pour toi, il n'y a que des minables et des ratés par ici. » Reste à voir s'il s'inclut ou non dans cette catégorie. Ça là demeure un mystère. Donc, côté cinéma, qui évoque ces comportements sexuels hors normes, outre Mortel Transfert, déjà mentionné, on peut citer notamment Lisa de Marco Ferreri en 1972, Histoire d'eau de Just Jekin en 1975 et sa suite en 1984, La Vénus à la fourrure, il y a eu plusieurs adaptations. Notons celle de Roman Polanski en 2013, un réalisateur exceptionnel, un réalisateur de génie à la filmographie unique. Je vous invite à creuser ce réalisateur, incroyable. Donc il a fait une excellente adaptation en 2013 de La Vénus à la fourrure, qui est un livre célèbre, je vous renvoie à ce livre. Et on peut citer encore Maîtresse de Barbet Schroeder en 1975 et tant d'autres exemples. Donc, dans le précédent extrait vidéo, Christiane découvre un monde stupéfiant. Dans la gare Zoo, la station Zoo, elle a pris son premier fixe intraveineux, ce qui la propulse immédiatement dans une addiction intense. Comme Detlef qui l'a précédé dans cette prise d'héroïne. Ils sont désormais tous les deux enferrés dans le piège addictif. Et par la suite, comme Detlef veut la maintenir à l'écart de ce milieu bien singulier, il assume financièrement tant bien que mal la consommation de drogue du couple. Il partage ses revenus avec elle pour s'approvisionner, mais très vite cela ne suffit plus face à la puissance de l'addiction. Des tensions naissent inévitablement entre nos deux amoureux. Christiane va donc s'adonner à la prostitution pour soulager Detlef. Mais quand ce dernier l'apprend, il va passer par divers stades. La colère, la déception, puis compréhension, empathie. L'amour demeure le plus fort. Les deux tourtereaux veulent s'aimer et s'affranchir de la drogue. C'est très touchant, c'est ce que l'on voit au début du prochain extrait que je vais vous passer. Ce dilemme cornélien est un classique des toxicomanes et revient à divers moments du film. On doit arrêter, demain on arrête aujourd'hui, on arrête demain. Donc, ils sont tous les deux désormais enferrés dans cette addiction. Christiane va donc se prostituer. Les deux tourtereaux veulent s'affranchir de cette drogue. Et ce dilemme cornélien est un classique des toxicomanes. La mère de Christiane va découvrir l'addiction de sa fille. Elle va appeler Detlef à la rescousse. Tous les deux vont tenter de se sevrer, ce qui occasionne une des scènes les plus marquantes du film. Le film en est perclus, mais celle-là, c'est un sommaire, on va dire, présente également dans l'extrait suivant. Tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est la vérité. Et tu sais que je l'ai fait pour toi. Ouais, ça va. Tu l'as fait pour toi. Non, Tu avais peur d'être en manque. Et c'est pour ça que tu l'as fait. Tu l'aurais fait de toute façon, même si j'existais pas. C'est parce qu'on shoot qu'on est dans cette merde.
Mais on s'en sortira, je suis sûr. T'en fais pas, un jour on décrochera tous les deux. On se procurera du Valeron et on se désintoxiquera. En tout cas, je te jure, je coucherai jamais avec un client. Qu'est-ce que tu fous là? C'est ta mère qui est venue me chercher. À la station Zoo. Pour qu'on décroche ensemble. Quand deux jeunes qui décrochent ensemble. Après, c'est fini entre eux. Oui, mais pas pour nous deux, voyons.
Merde, ça va pas? Arrête, laisse ça! Laisse-moi. Mais laisse-moi. Mais merde, laisse-moi, je te dis. Juste un petit sniff. Arrête tes conneries! Juste un petit sniff. Seulement pour pas avoir mal. Eh merde! On voit dans cet extrait la puissance effarante de l'addiction. Elle est difficilement préhensible pour ceux qui ne sont pas englués dans ce processus infiniment délétère. Nos deux héros vont se croire sevrés, puis replongés dans l'enfer de la drogue, comme une spirale sans fin. La prostitution continue pour Detlef et s'installe durablement pour Christiane. D'ailleurs, pourquoi ce film est autant sulfureux et a autant marqué, c'est parce qu'on y voit la prostitution masculine comme féminine. Le film Du lit et d'elle nous montre des séquences apocalyptiques, avec notamment Christiane qui erre dans la garzo au milieu de ses comparses totalement zombifiés, à la recherche d'un énième fixe, la mort d'Axel, suite à une overdose. Christiane qui assiste à des ébats entre Detlef et son client principal, son client régulier, et d'autres séquences tout aussi fortes et poignantes. Nous avons là un film dantesque et infiniment tragique, car deux autres amis de Christiane, Atze, A-T-Z-E, c'est son prénom, ou son surnom plutôt, un garçon et Babsi, sa meilleure amie, vont mourir d'overdose à leur tour. Malgré la mort de ses amis, l'addiction reprend toujours le dessus. Un film terrible, terriblement beau et tragique. Pour terminer, nous allons aborder la prostitution. Pourquoi la prostitution? Disons un mot sur ce phénomène de société aussi ancien que le monde. Alors naturellement, je parle de la prostitution des adultes uniquement. La prostitution a été perçue très diversement au fil des siècles et des cultures. C'est toujours le cas aujourd'hui. La tendance contemporaine se situe toutefois plutôt sous l'égide d'une pesante condamnation morale. Certains pays l'ont même interdite. Cependant, au XIXe et au début du XXe siècle, il y avait les maisons closes, plutôt vues comme un lupanar salace, un lieu festif et de détente. Des gens condamnaient déjà ces endroits, les condamnaient moralement. Mais c'était quand même globalement bien toléré. Ensuite, l'histoire humaine, comme pour bien des phénomènes, connaît des oscillations
entre deux extrêmes. Autorisation, interdiction, plus ou moins autorisée, tolérée. En cas d'interdiction, cette prostitution se déplace en des lieux discrets. Et sur Internet, pour l'époque contemporaine, il est totalement utopique, à mon avis, de l'éradiquer pour les raisons que je vais évoquer. Les gens qui croient ça se fourvoient et méconnaissent certains fondamentaux. Aujourd'hui, les maisons closes existent toujours, en Suisse par exemple. Ça s'appelle juste différemment, des salons. Ainsi, comme pour les comportements sexuels hors normes, j'essaye d'avoir une approche réaliste et plutôt empathique du phénomène prostitutionnel. Si vous vous demandez pourquoi la prostitution existe, et existera toujours, quelles que soient les interdictions, les entraves, voici 3 raisons principales, à mon sens essentielles. D'abord, côté homme, car ils sont la majorité des clients, hein. Les hommes, ces grands oubliés. Donc, il y a une donnée fondamentale, très importante et centrale dans la vie d'un homme qu'il ressent dans son être et dans sa chair, qui façonne grandement son psychisme, son comportement, ses choix et sa vision de la vie. Cette donnée est complètement tue, mise sous le tapis, totalement occultée, personne n'en parle jamais. C'est un secret d'homme que seuls eux connaissent, et les femmes les plus alertes, les plus expérimentées que les autres. De par la constitution de l'appareil génital masculin, qui produit un liquide séminal et des spermatozoïdes de façon continue et s'accumule très rapidement d'heure en heure, ce dernier produit une urgence génitale permanente. Cette production constante doit être expulsée, quoi qu'il arrive, le plus régulièrement possible. Ça, c'est un fait. Mesdames, essayez de demander à votre partenaire de s'abstenir ne serait-ce que 3 jours d'affilée. Vous allez voir dans quel état de tension et de nervosité il va vite être. Alors, je parle naturellement de la majorité d'entre eux. Il y a toujours des exceptions à tout. Cette constitution génétique propre à la condition masculine ne laisse aucun répit à l'homme et le rend constamment très sensible au charme féminin. Mais comme le réel ne lui permet pas de s'accoupler, même brièvement, à toutes celles qu'il désire quotidiennement, sauf pour les rarissimes hommes qui œuvrent dans des activités extrêmement minoritaires, les acteurs porno ou les célébrités fortunées, cet aiguillon séminal très acéré le contraint à la sublimation, c'est-à-dire à la transformation de cette pression constante en idée, en création et en travail. Cet aiguillon le contraint à la cérébralité. Je ne dis pas naturellement que les femmes ne créent rien. Les femmes qui créent ont d'autant plus de mérite car elles ne subissent pas cette pression dans leur chair au sens de la sublimation. Mais chez lui, c'est un impératif. Il n'a pas le choix. Dans l'appareil génital masculin, donc, cet appareil génital masculin demeure un puissant moteur. C'est pour cette raison que nous ne vivons plus à l'âge des cavernes, mais à celui de la technologie de pointe dans tous les domaines et à l'innovation constante, exploration spatiale, ordinateur quantique, intelligence artificielle, et j'en passe. Tout ce que l'homme a créé depuis des siècles et autour de vous. Deuxième conséquence immédiate de cette pression séminale chez l'homme, outre la sublimation, il va se mettre en couple. L'homme va vers le lien, avant tout par contrainte, afin de s'assurer de pouvoir réduire cette pression autant que possible. Je ne vous fais pas un dessin.
Et par conséquent, nous ne sommes pas 9 milliards d'êtres humains sur Terre pour rien. Nous avons là une forte dichotomie d'avec la femme, qui n'est pas soumise à cette contrainte, malgré la dimension hormonale, ça se discute, mais à mon sens, c'est très différent. Ce qui la rend beaucoup plus zen et sereine, voire même placide. Imaginez la grosse pomme ovulaire qui flotte comme ça en attente des spermatozoïdes. Et ça vous donne une métaphore très parlante. Donc, l'homme cherche à réduire cette pression séminale par la sublimation et l'expérience du couple. Cependant, pour une part importante de ces hommes, la sublimation ne suffit pas, ou même il n'y en a pas, ou trop peu, ou encore l'expérience du couple est insatisfaisante par rapport à leurs besoins ou inexistante. Pour ces hommes-là, la prostitution se révèle un moyen de se soulager, si vous me passez l'expression. Donc la prostitution absorbe la part non sublimée de l'activité masculine et de l'être masculin. Ça, c'est fondamental. Je répète, la prostitution absorbe la part non sublimée de l'activité masculine et de l'être masculin. C'est très important, ça. S'il n'y a pas cette possibilité, ou si elle est fortement entravée, comme dans certains pays, certaines cultures, cette énergie libidinale non transformée, non évacuée, se manifeste par d'autres biais. Souvent la violence, le fanatisme, la guerre. On ne peut pas transformer l'homme en chaton sage. C'est utopique. Naturellement, comme pour les précédents sujets évoqués, je ne condamne ni ne cautionne la prostitution. Qu'elle soit interdite ou pas, relève de décisions politiques. En démontrer les mécanismes sous-jacents et mettre à jour les puissants rouages qui la créent demeure plus essentiel. Deuxième raison de l'existence de cette prostitution, nous sommes toujours dans l'esprit masculin, son univers mental, sa réalité psychique, dixit René Roussillon, que j'aime à citer de temps à autre, la dualité mère-putain. Au sens littéraire, je vous renvoie à la chanson de Georges Brassens, « Putain de toi ». Quand la mère a pris trop de place dans la vie du jeune garçon parce qu'elle vivait seule en mode monoparental, ou avec un homme physiquement ou affectivement absent, ou encore indifférent au sort du dit enfant, ce dernier a beaucoup de mal, une fois adulte, à distinguer chez ses futurs partenaires s'il s'agit de sa mère ou d'une autre femme. Je parle naturellement au niveau émotionnel et pas conscient. Dans les tripes de cet homme-là, la femme se confond avec la mère qui possède un statut sacré et intouchable. Il aura beaucoup de mal à interagir avec cette femme, avec elle. Il lui fera un enfant pour qu'elle s'en occupe comme stratégie d'évitement affectif, ou même, selon son degré de sensibilité à l'envahissement, toujours au sens de sa réalité psychique, pas forcément corrélée dans les faits, il ne pourra tout simplement pas interagir avec elle. Donc cet homme-là va voir dans la prostituée une femme qui couche avec tout le monde, entre guillemets, ce qui lui permet d'être beaucoup plus à l'aise. Ou alors, il aura une relation extra-conjugale pour conjurer cette peur de la mère. Pourquoi vous avez ce langage de certains jeunes, parfois très cru et grossier, concernant la mère et la putain? C'est pas par hasard et pas seulement par provocation typiquement adolescente, c'est parce que eux aussi sont travaillés par cette dualité. On a 35 ans de rap affligeant dans ce domaine derrière nous. Troisième raison, ainsi, si la mère du petit garçon, pour toute
sorte de raison inhérente à son propre manque de plaisir affectif et ou sexuel. Je vais y revenir dans un instant pour le versant femme de la prostitution. Ne confirme pas le jeune garçon dans une différence sexuée positive, améliorative, il ne saura pas vraiment s'il est un homme ou pas. Et surtout, il va percevoir la sexualité négativement. Il va cliver en un versant propre, entre guillemets, avec le côté socialement lisse, mariage, enfant, et un côté plus dévergondé, avec une relation extra-conjugale ou la fréquentation des prostituées, ou même les deux. Cette problématique demeure très répandue. L'époque contemporaine, très encline à la détestation de l'homme, que l'on accuse de tous les maux MAUX, dès qu'ils sont adolescents, ne fait qu'augmenter mécaniquement la prostitution. Ça, c'est très important d'en être conscient. Il faut être conscient de ce phénomène afin d'inverser la tendance. Et comment inverser la tendance? Cette tendance, côté mère, simplement en valorisant le petit garçon dans son rôle de futur homme. Aussi simple que ça. Autre méthode plus audacieuse, en célébrant l'arrivée du premier sperme. Par exemple, s'il en parle. S'il n'en parle pas, vous laissez tomber. Comme on peut célébrer l'arrivée de la première menstruation chez la fille, afin d'alléger son inquiétude, et à ce sujet, petite cérémonie symbolique comme un anniversaire, pas besoin de chercher trop compliqué. La prostitution, côté femme, qu'en est-il? Alors, chez la femme, vous vous en doutez bien, nous sommes dans une toute autre logique et dans un tout autre univers, un univers mental et dans sa chair, comme déjà évoqué, bien différent de celui de l'homme, et particulièrement pour ce qui concerne la thématique de la prostitution et par extension de la sexualité. Ainsi donc, pourquoi autant de femmes se prostituent? Je parle naturellement de celles qui ne sont pas sous la contrainte d'un système crapuleux, qui utilisent la violence, la menace physique ou même pire. Je parle de celles qui choisissent volontairement, entre guillemets, cette activité dans la sphère occidentale principalement. Et ce ne sont pas forcément des femmes qui ont peu ou pas de formation ou peu développé leurs capacités cognitives. Il y en a. Il y a des étudiantes, par exemple, donc, qui sont très intelligentes, qui se prostituent. Ou encore qui vivent dans un pays avec un taux de chômage très important qui impacte donc autant les hommes que les femmes, comme par exemple en France où le taux réel n'est pas de 7%, comme officiellement dit, mais plutôt 17 ou 20%. Il y a des femmes qui répondent à ces contraintes, c'est certain. Donc, peu de formation, peu de capacité cognitive et beaucoup de chômage, c'est évident, et qui souhaiteraient sans doute faire autre chose. On est d'accord. Mais de loin pas toutes, du moins c'est ma conviction. Après avoir énoncé ces précautions, installé ce cadre dans lequel je parle, je verrai principalement deux raisons. Ça n'est pas exhaustif, mais je verrai principalement deux raisons à cette prostitution féminine. Premièrement, simplement parce que ça rapporte très gros, dans des proportions inimaginables. L'activité prostitutionnelle est un des domaines qui rapporte le plus au monde. Et je vous renvoie à la pression séminale dont je parlais juste avant. Les deux se correspondent. Donc cette activité rapporte autant que la vente d'armes, de drogue et le business de la reconstruction après-guerre. Et que beaucoup de femmes veulent croquer du gâteau en question. C'est aussi simple que ça. Quand ces femmes gagnent 20 000 francs en un mois, ou certaines dites escortes de prestige, en 3 clients, elles gagnent ça en 3 clients, on peut facilement comprendre que c'est très difficile pour elles de revenir ensuite à des activités dont la rémunération demeure beaucoup plus mesurée, modeste. Par ailleurs, elles évoluent souvent dans des structures qui les protègent, des salons,
comme ici en Suisse ou en Belgique ou dans les Pays-Bas, avec des participations aux frais modestes et parfois même gratuitement, comme certaines structures sur le net. Certaines prostituées, enfin, sont en freelance, totalement libres et sans aucun frais. Tout ce qu'elles gagnent, c'est pour elles. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. C'est même la tendance majeure ces récentes années, grâce à Internet, justement. Autre point important dans ce domaine, puisqu'on parlait des comportements sexuels hors normes, les prostituées qui œuvrent dans le kinky, c'est un marché important. Non seulement gagnent énormément, mais en plus, elles n'ont pas besoin de donner de leur corps, au sens de l'acte sexuel classique. C'est tout bénef. Deuxième raison de la prostitution féminine, à mon sens, c'est que le plaisir sexuel chez la femme demeure assez rare. Contrairement à ce que les magazines féminins nous sérinent à longueur de page depuis des décennies, c'est plutôt la cerise sur le gâteau, le bonus inespéré, quand elle le vit ou quand elle a libéré son esprit. L'homme doit, lui, se séparer de maman dans sa tête, comme nous l'avons vu précédemment, ce qui est tout aussi difficile, mais avant tout, c'est affectif. Ce qui intéresse la femme avant tout, c'est de plaire. Tout dans son comportement, notamment intime, l'indique clairement. Les photos, par exemple, ou bien si vous jetez un œil, comme ça m'est arrivé, sur les webcams érotiques. Alors certains disent, ils condamnent la chose en disant, les horribles hommes voyeurs. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ces webcams érotiques? On voit le plaisir qu'ont ces femmes de montrer leur corps, et en plus, ça rapporte pas mal, et sans risque, sans contrainte, bien à l'abri derrière leur caméra, et elles sont vraiment un plaisir visible et évident à s'exhiber, à plaire et à recevoir des témoignages constants. T'es jolie, t'es trop belle, etc., etc. Par ailleurs, ce qui est important pour les dames, c'est d'inspirer l'amour, de s'assurer de l'amour d'un homme et de faire des enfants. La sexualité demeure plus secondaire. Beaucoup d'hommes pensent même que les femmes n'ont pas de désir sexuel. Dans la pornographie, on constate que rares sont celles qui ont du plaisir. Ce qui leur plaît, même dans ce domaine-là, ce qui demeure important pour elles, c'est d'inspirer le désir à l'homme, de créer chez lui ce désir et cette attention et cette excitation. Voilà pourquoi autant de femmes se mettent à la prostitution. Elles se disent que tant qu'à faire l'amour sans plaisir, autant que ça rapporte. Voilà pour ce petit panorama de la prostitution, non exhaustif bien entendu. Côté cinéma, vous vous en doutez bien, de nombreux films évoquent le sujet de la prostitution. Citons-en 4. La petite Pretty Baby de Louis Malle en 1978 avec Brooke Shields. L'histoire d'une maison close à la Nouvelle-Orléans en 1917. La prostitution côté festif, décontracté et drôle. Belle de jour de Louise Buñuel en 1967, avec la ô combien charismatique, belle et talentueuse Catherine Deneuve. L'histoire d'une bourgeoise mariée à un médecin qui se prostitue pour tromper son ennui. Un film qui permet de voir diverses fantaisies côté client. On en revient au désir hors norme évoqué tout à l'heure. Et un domaine extrêmement varié chez l'homme. Par exemple, dans ce film, on voit un Asiatique avec des clochettes. Donc c'est très drôle. Hein. Je vous renvoie au film. Il y a un côté drôle dans les comportements hors normes. Il ne faut pas tout voir sous l'angle dramatique. Hein.
La dérobade de Daniel Duval en 1979, la prostitution côté sombre et violent. Une jeune fille de 19 ans croit rencontrer l'amour avec son nouveau fiancé et en réalité un proxénète qui va l'amener dans les pires bassesses et dans la violence. Mon homme de Bertrand Blier en 1996, encore lui, avec Gérard Lanvin et Anouk Grimbert qui a obtenu le César de la meilleure actrice. Encore une époque où le cinéma était libre. Une prostituée rencontre un clochard, elle l'abrite, en tombe amoureuse et lui propose de devenir son maquereau, donc son proxénète, son souteneur, son mac. Rappelons que bon nombre de prostituées sont amoureuses de leur souteneur, même si parfois c'est empreint d'une grande violence. On revient au masochisme humain, qui ne peut se comprendre avec des incantations ridicules qu'on entend sans arrêt dès qu'on aborde le sujet, mais en analysant les faits, les émotions, les forces profondes qui sont en jeu dans les tripes d'une personne. Nous revenons au film. Sur la forme, donc, Ulli Edel fait montre d'un talent remarquable, avec ses couleurs uniques. Délavé, d'une grande force évocatrice, on nage souvent à travers la soirée blafarde, la nuit, ces immeubles juxtaposés, ces innombrables recoins sombres où se terrent la souffrance et la solitude urbaine. Moi j'adore, je trouve ça, sur le fond comme sur la forme, un film exceptionnel. Le sevrage étant raté, comme précédemment évoqué, nos deux tourtereaux replongent de plus belle dans la drogue et la prostitution. Comme je vous le disais, la fin du film demeure apocalyptique. Après Atze et Axel, c'est Babsi qui décède à son tour, la meilleure amie de Christiane. Ce moment-là est très triste. Comment s'en sort Christiane? À la fin du film, elle se réfugie chez une parente et se dit sobre depuis 1 an et demi. Dans le livre, c'est un peu plus compliqué que cela. Je vous y renvoie. Ulli Edel a choisi une fin de film optimiste concernant Christiane. C'est beau et charitable de sa part. Ça prouve qu'il adore ce personnage. Quant à Detlef, on ne sait pas ce qu'il devient, s'il s'en sort ou pas. Les deux amoureux ne sont plus ensemble. Christiane dit à la fin du film en voix off qu'elle pense souvent à lui et qu'elle espère qu'il s'en est sorti. Le générique de fin rend hommage aux 3 décédés, à la mémoire d'Atze, qui est un surnom, Axel et Babsi. Voilà pour ce film extraordinaire que je vous recommande vivement. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Et la musique, c'est bien sûr David Bowie que l'on aperçoit dans le film, qui est aux manœuvres. On l'aperçoit sur scène, dans une séquence où il donne un concert. Et dans ce film, donc David Bowie et Brian Eno, qui est aussi un citoyen british, comme Bowie. Donc Brian Eno, musicien, producteur, multitalent, s'intéresse à la technologie, a co-composé la compilation de films. C'est une compilation de films plus qu'un score, plus qu'une musique de film, pour ce qui est de ce film. Et nous avons 9 morceaux qui sont tout à fait à l'image du style David Bowie, c'est-à-dire plutôt avant-gardiste, à l'image de l'artiste, iconoclaste et déjanté. Donc en 1981, il y a des vinyles et des cassettes audio qui sont sortis, des CD plus tard. Sur Discog, vous avez 66 versions.
J'adore particulièrement Sense of Doubt, qui est composé par Bowie, qui est véritablement le seul morceau instrumental. Le reste, c'est instrumental et chanté, version pop-rock. Et il y a aussi Warszawa, qui est très bon également. La chanson Heroes aussi, qui est très intéressant, qui est chantée en allemand, en anglais et en allemand. Helden. Voilà, je voulais remercier mon ami Stéphane pour sa contribution sur les thématiques analytiques en lien avec les addictions. J'ai la chance d'avoir des excellents amis, chacun très compétent dans leur domaine. Je me permets de vous rappeler que si vous appréciez mes développements sur diverses thématiques en lien avec des films, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ma playlist du NIF, donc le festival du film fantastique à Neuchâtel, où j'aborde aussi diverses thématiques suivant les films visionnés. Petite autopub au passage. Et je souhaitais enfin finir sur une note optimiste avec le dernier extrait du film qui va conclure ma vidéo, nous permettant de voir un moment joyeux parmi la troupe des amis de Christiane. Et cet extrait nous permet d'entendre justement la chanson Heroes de David Bowie. Voilà. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. We'll drive them away.